Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je travaille au ministère de la Culture et de la Communication et la structure, si je dois développer l'acronyme que vous a donné Bola-Lepron, je travaille à la Direction générale des médias et des industries culturelles, au sein de cette direction au service du livre et de la lecture. Et au sein du service du livre et de la lecture, je suis responsable du département de l'économie du livre. Je reviendrai un petit peu plus tard sur peut-être légèrement sur cette organisation administrative qui n'est pas sans rapport avec le propos que je vais avoir ce matin. D'abord, un grand merci évidemment à l'ENSIB, merci à l'équipe scientifique, à Emmanuel Brandel qui a bien voulu me contacter, me proposer l'honneur de prononcer cette petite intervention inaugurale de ces journées. Je ne peux, au nom du ministère de la Culture, que saluer le principe qui anime cette biennale du numérique. L'idée d'un débat, d'une réflexion interprofessionnelle associant d'une part tous les maillons de la chaîne du livre et d'autre part les chercheurs, rejoint très très largement la manière dont la politique du livre et de la lecture est conçue au ministère de la Culture. Historiquement, la direction du livre et de la lecture, qui est aujourd'hui, depuis la révision générale des politiques publiques, le service du livre et de la lecture, a eu en effet à cœur de mettre sur la tête de la même personne, le directeur du livre et de la lecture, la responsabilité de politique publique qui concerne en réalité tous les maillons de cette chaîne du livre, puisque cette direction du livre et de la lecture, ce service du livre et de la lecture, merci Benoît, concentre en réalité, pour ce qui est de notre secteur, l'ensemble des missions de service public qui sont celles de ce ministère. Rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité, préserver le patrimoine, encourager la création. Toutes ces missions-là, en concentré pour le secteur du livre, sont réunies dans cette direction historique, aujourd'hui ce service au sein d'une direction générale des médias et des industries culturelles. Et c'est vrai que cette politique-là tient sa cohérence, sa complétude du dialogue permanent, de l'interaction, d'intérêts convergents. Yves parlait d'intérêts parfois divergents ou polémiques, qu'il peut y avoir entre les différents maillons de cette chaîne. Et cette politique se construit finalement par un dialogue incessant entre les représentants des différents points de vue que peuvent avoir les acteurs, les maillons de la chaîne du livre. Et il est inscrit dans les textes qui organisent nos missions, que l'une des missions principales, c'est de veiller au respect des grands équilibres entre ces acteurs-là. Alors, une réflexion que je voudrais faire au début de cette intervention, c'est que ma première réaction lorsqu'Emmanuel Brandel m'a proposé d'intervenir ce matin, ça a été de me sentir un peu incompétent pour me prononcer sur les évolutions des métiers des différents acteurs de la chaîne du livre, parce que c'est vrai que en tant qu'agent en charge de la mise en œuvre de la conception et de la mise en œuvre d'une politique publique, on a peu de légitimité à s'exprimer sur la technicité de ce en quoi peuvent opérationnellement évoluer les métiers. Mais c'est vrai que ça peut ne pas être inintéressant aussi de mettre ces évolutions des métiers en regard des évolutions ou de la prise en compte du numérique au sein de la politique publique qui organise, qui régule, puisque le terme de régulation est le terme consacré quand il s'agit de décrire la manière dont on intervient, dont le ministère de la Culture intervient dans la chaîne du livre. Ce n'est pas inintéressant de mettre ça en regard. Et deuxième observation, ça peut être intéressant également de le faire en début de cet événement, parce que monsieur le conseiller régional le disait en introduction, gouverner c'est prévoir, et en particulier en matière de numérique, la politique publique a eu à cœur, parce que aussi le secteur du livre a connu peut-être des mutations avec un certain décalage ou un certain retard par rapport à d'autres segments de l'économie culturelle. La politique publique s'est construite largement en anticipation, en prévision de grandes mutations à venir. Alors mon propos ce matin, mon intervention, va être structurée de façon chronologique. Je vais m'attacher
à vous présenter la manière dont le numérique est intervenu, est devenu un objet, voire l'objet principal de l'action, des efforts de cette politique du livre et de la lecture, et dans quelles conditions cette question du numérique a émergé, a été prise en compte, et s'est développée jusqu'à aujourd'hui dans la politique menée par le ministère de la Culture et de la Communication. Pendant bien longtemps, la question du numérique, et ça jusqu'à à peu près la moitié des années 2000, la question du numérique était avant tout la question de la numérisation. Et de la numérisation, d'une numérisation qui n'était pas conçue comme ça a pu l'être à partir de la moitié des années 2000, comme une numérisation de masse, mais véritablement comme une réflexion sur la numérisation sélective des pièces les plus riches, les plus importantes de notre patrimoine écrit, de manière à démultiplier l'accès que pouvait en avoir le public. Numérisation sélective, numérisation des pièces rares et précieuses, cette politique-là, elle a été initiée en réalité au milieu à la fin des années 90 par la mise en place d'une politique, d'un plan national de numérisation qui accompagnait des projets ponctuels ou des projets ciblés sur les pièces les plus intéressantes. Et c'était donc une politique, une action qui avait une visée essentiellement patrimoniale. Et en réalité, cette approche-là a perduré jusqu'à un événement qui n'est pas du tout un événement français, qui est un événement au milieu des années 2000, qui est l'annonce par le moteur de recherche Google du lancement, cette annonce elle date de décembre 2004 il me semble, du lancement de son projet de numérisation de masse systématique de livres tout à la fois relevant du domaine public, mais aussi de livres protégés par le droit d'auteur. Ce projet de Google, annoncé à l'époque, donc, qui était fondé sur un partenariat avec de grandes institutions académiques situées aux États-Unis d'Amérique, et portait l'ambition de numériser rapidement des millions de livres conservés dans ces bibliothèques, non pas évidemment pour ce qui est en tout cas des livres qui sont encore sous le monopole de leur auteur, non pas pour en donner accès intégralement, mais pour indexer systématiquement le texte de ces livres et offrir un service qui était présenté alors sous le nom, dès le départ je crois, de Google Book Search, un service sur la base de cette indexation de recherche dans le texte même des livres et de présenter à l'utilisateur du service de Google les résultats de la recherche sous la forme de bandelettes de papier déchirées que Google appelait des snippets, permettant ainsi à l'utilisateur de découvrir si les termes de sa recherche étaient ou pas étaient dans le livre ou dans les livres qui avaient été numérisés par le moteur. Ce projet ambitieux, prométhéen même, a donné lieu à une certaine émotion de la part des représentants des titulaires de droit, émotion aux États-Unis, émotion dans d'autres pays du monde. Aux États-Unis, très rapidement, un procès s'est engagé entre les représentants des auteurs et des éditeurs contre les activités de Google en partenariat avec les bibliothèques américaines, en mettant en avant le fait que cette reproduction et cette représentation même partielle se faisant sans l'accord des titulaires de droit, il s'agissait d'une contrefaçon, sur les mêmes motifs strictement en France, devant le tribunal de grande instance de Paris, les éditions de La Martinière d'abord, rejointes ensuite par le syndicat national de l'édition, la Société des gens de lettres, ont reproché à Google de se livrer aux États-Unis à un acte de contrefaçon de masse. Réaction donc du côté des représentants des titulaires de droit, mais en réalité l'initiative, l'annonce de Google a eu des implications politiques qui ont très largement dépassé ce processus judiciaire sur lequel je reviendrai. Parce qu'en réalité, le président de la Bibliothèque nationale de l'époque, Jean-Noël Jeannet, très ému par l'initiative de Google, s'est lancé dans une croisade, dans une campagne volontariste,
fondée sur l'idée d'autonomie stratégique dans les projets de numérisation. Et Jean-Noël Jeannet, sensibilisant en cela les plus hautes autorités de l'État, a initié, a lancé une forme je cherche mon mot, bon, le premier pas, pardon, dans ce qui a, pardon, le premier pas dans ce qui a été vraiment, le décalage, le changement par rapport à l'approche purement patrimoniale qui est celle de la politique numérique de l'époque. À travers un choix politique assez important qui a été fondé sur un choix fiscal. Il s'est agi d'augmenter l'assiette d'une taxe pour qu'elle produise 10 millions d'euros de plus. Une taxe affectée qui nourrit les ressources d'un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Culture, le Centre national du livre. Je salue la présence de François Rouillet-Gaillette. Augmenter de 10 millions d'euros cette taxe affectée de manière à pouvoir développer au sein de cet établissement une politique numérique visant à la fois à favoriser l'autonomie de la numérisation patrimoniale systématique des collections de la Bibliothèque nationale de France, d'une part, et d'autre part, d'accompagner la numérisation rétrospective des collections éditoriales des éditeurs, des collections protégées par le droit d'auteur. Donc, politique biface, visant à la fois à la numérisation du domaine public et à l'aide aux acteurs de l'édition pour numériser rétrospectivement les collections de leur catalogue qui avaient été publiées avant que le numérique ne soit véritablement pris en compte dans les processus de fabrication des éditeurs. Politique donc qui commence déjà à rejoindre deux types d'acteurs, deux types d'intérêts peut-être de la chaîne du livre. Cette politique, elle a donné lieu à un partenariat, justement, entre la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, Gallica, et les éditeurs à travers ce qu'on a appelé une expérimentation qui a permis au catalogue, aux livres numérisés sur fonds publics, avec l'aide du Centre national du livre, d'être présents sur la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Donc premier acte un petit peu de cette évolution de la politique numérique en matière de livre et de lecture, ça a été la mise en place de dispositifs de soutien massif à la numérisation dans un objectif d'autonomie stratégique. La réflexion sur cette base-là a commencé de se développer au sein de l'interprofession, au sein des différents maillons de la chaîne du livre, et une véritable anticipation a commencé de se former à partir donc de ce milieu des années 2000. Et le premier rapport, en réalité, qui rend compte des fruits de cette réflexion, de cette tentative d'anticipation de ce que peut devenir le numérique et du coup de ce que la politique publique doit pouvoir en tirer comme conséquence, a été le rapport qui a été remis en juin 2008 par Bruno Patino à la ministre de la Culture de l'époque, qui est un rapport sur le devenir numérique de l'édition et qui construit son analyse. Je parlais tout à l'heure de la capacité d'anticipation dont a pu bénéficier le secteur du livre par rapport à d'autres domaines de l'économie de la création, qui construit son analyse, Bruno Patino, sur une comparaison avec ce qui a pu se passer dans d'autres secteurs, et notamment le secteur de la musique, et qui essaie de prévenir la chaîne du livre des risques qui peuvent naître d'un passage au numérique à la fois brutal et dérégulé pour une économie culturelle. Le rapport de Bruno Patino en cela est assez intéressant parce que c'est un rapport qui a aujourd'hui plus de 6 ans et qui cependant reste d'une actualité importante parce que l'ensemble des préconisations de ce rapport ont pu donner lieu à des traductions dans les normes élaborées par la politique publique d'une part, et certains des sujets qui sont abordés dans ce rapport sont aujourd'hui les sujets qui sont vraiment à l'agenda des discussions interprofessionnelles.
Ce rapport de Bruno Patino a donc été, les préconisations de ce rapport ont donc été mises en œuvre dans la durée, depuis sa publication et ce jusqu'à aujourd'hui. La première des préconisations, enfin le rapport à l'époque avait donné lieu à des groupes de travail pour examiner dans quel ordre et avec quelle urgence les préconisations qu'il formulait devaient être mises en œuvre. La première des préconisations peut-être qui a donné lieu à véritablement une adaptation pratique, ça a été la préconisation suivant laquelle, avec le développement du numérique, il convenait de trouver un système qui permettait aux auteurs, aux éditeurs, de conserver la maîtrise du prix de vente des livres dans l'univers numérique, sans que cette maîtrise-là soit confiée à des intermédiaires en aval. C'était une préconisation qui était fondée sur une logique qui était à la fois la logique qui présidait à l'établissement de la loi de prix fixe en France. Le prix du livre en France repose sur un prix fixé par l'éditeur, et ce prix-là s'impose à l'ensemble des détaillants pour les ventes aux particuliers. La logique de cette loi, qui date de 1981, elle a été très clairement exposée par Jack Lang, qui l'a défendée alors à l'Assemblée nationale. Elle répond à 3 objectifs de politique publique. D'une part, l'égalité des citoyens dans l'accès au livre. Le livre est vendu en tous les points du territoire au même prix, que les citoyens soient éloignés dans des zones peu accessibles au transport ou dans les grandes villes, le livre leur est accessible dans les mêmes conditions. Donc le premier objectif énoncé par le ministre à l'époque, c'est un objectif d'égalité. Le deuxième, c'est un objectif d'animation culturelle des territoires, parce que la loi, en préservant un tissu dense et vivace de points de vente au détail, permet à des points de vente au détail sur l'ensemble du territoire d'être présents, et les points de vente de livres ne se bornent pas, on le sait, à vendre des livres, mais également constituent un élément important d'animation culturelle. Et troisième objectif, formulé dans cet ordre-là, mais qui n'est peut-être pas le moindre, c'est la préservation de la diversité de la création. Sachant que la diversité des points de vente, leur nombre, leur densité, est la condition pour l'édition d'avoir suffisamment de débouchés pour faire des choix éditoriaux audacieux, pour mettre sur le marché les titres que le public n'attendait pas. Et en cela, la préservation de ce tissu de vente au détail est la condition nécessaire à la perpétuation d'une édition inventive, audacieuse, qui mettra sur le marché des textes nouveaux qui sont sans doute les chefs-d'œuvre reconnus de demain, mais la reconnaissance d'un chef-d'œuvre, on le sait, prend parfois du temps afin que le public puisse se l'approprier. Donc ça, ce sont les 3 objectifs de la loi de 81. Ils ne se retrouvaient pas avec le même degré d'importance dans ce qui a pu présider à la mise en place d'un système par lequel les titulaires de droit allaient pouvoir conserver la maîtrise du prix de vente du livre numérique, pas avec le même degré d'urgence parce que la question territoriale se pose peut-être moins dès lors qu'on parle de livres numériques qui, par essence, se vend plutôt en ligne. Mais pour autant, ces objectifs, et notamment la préservation de la diversité de la création, était encore en germe. Mais à cela, le rapport Patino ajoutait une autre série d'analyses qui dépassait un petit peu les analyses qu'il y avait eu en 1980. Et ces analyses étaient fondées sur l'idée suivant laquelle, idée aujourd'hui largement reconnue, suivant laquelle les grands opérateurs de l'Internet avaient un intérêt qui était, on parlait tout à l'heure d'intérêt divergent, là l'intérêt était vraiment contradictoire, avait un intérêt souvent qui n'était pas fondé sur la maximisation du chiffre d'affaires réalisé à travers la vente des œuvres, ce qui est le cas de tous les marchands, quels qu'ils soient, même les marchands à pratique concentrationniste, pardon, le terme n'est pas très heureux, même les marchands, même les détaillants dont la stratégie commerciale est fondée sur l'élimination de la concurrence et l'acquisition de positions extrêmement dominantes dans le segment de la vente au détail, ces détaillants-là, pourtant, trouvent leur intérêt dans la maximisation du chiffre d'affaires réalisé par la vente des biens qu'ils vendent. Ce sont des marchands. En revanche, sur l'Internet, on a un autre type d'opérateurs qui, eux, fondent leur valeur non pas sur la maximisation du chiffre d'affaires réalisé avec la vente des œuvres, mais se servent davantage des œuvres comme des faire-valoir pour des produits spécifiques qu'ils auraient à vendre. De la publicité,
des terminaux de lecture, ou encore, pour des opérateurs de téléphonie, de la bande passante. Ces opérateurs-là, qui sont très très puissants, qui sont les plus puissants sur l'Internet, sont ceux qui prétendent, et qui sont peut-être légitimes pour le faire, se charger de la diffusion des œuvres sur l'Internet. Et à ce titre, il convenait peut-être de façon encore plus urgente que pour la loi de 80, d'empêcher, enfin de faire en sorte que sur la tête de ces opérateurs-là ne repose pas la responsabilité de la fixation du prix de vente, puisque leur logique économique égoïste, mais c'est normal, tous les acteurs économiques ont une logique égoïste, leur logique économique égoïste allait les pousser à faire tendre la valeur des œuvres circulant et diffusées par eux vers zéro, de la manière, puisque leur rentabilité, leur logique, le produit qu'ils ont à vendre, c'est autre chose que les œuvres. Donc c'est un petit peu les raisons qui ont présidé à la mise en place, à la réflexion de la loi qui a donné lieu à une large concertation interprofessionnelle et qui a abouti en 2011, à travers le vote d'une proposition de loi à l'époque, de la loi relative au prix du livre numérique. Une loi qui, au ministère de la Culture, enfin les débats immédiatement après le rapport Patino, les débats autour de cette loi ont été assez longs, puisqu'il s'est d'abord agi, éventuellement, de se poser la question d'une extension pure et simple de la loi de 81, dont je parlais tout à l'heure, relative au prix du livre, au livre numérique. Il se serait agi de changer les définitions du livre au sein de la loi de 81, de manière à la voir s'appliquer, à trouver application aussi pour le livre numérique. Cette solution a été rejetée. Ce n'est pas nécessairement le cas dans d'autres pays européens. L'Allemagne, par exemple, a une loi de prix fixe qui s'applique au livre et à tout ce qui peut se substituer au livre. Et les mêmes termes de la loi s'appliquent à l'un ou à l'autre. C'est également le cas en Espagne, qui pourtant a une loi qui ressemble énormément à la régulation française en matière de prix du livre. En France, non, cette solution a été écartée, d'une part parce que notre loi tout de même porte très largement, la loi de 80, les stigmates du papier. Enfin, un certain nombre de termes ne sont absolument pas, ne font aucun sens dans l'univers numérique. Et d'autre part, il a été redouté, et sans doute à raison, de fragiliser la loi de 1981 à l'époque en opérant ainsi. Et donc un véhicule autonome spécifique a été préféré. Alors la deuxième question qui s'est posée, c'est est-ce que vraiment on va faire une loi ? Après tout, il y avait à l'époque des techniques conventionnelles qui permettaient aux éditeurs, aux représentants des titulaires de droits du segment créatif, de dialoguer avec leurs partenaires commerciaux sur la base de contrats par lesquels les éditeurs conservaient la maîtrise du prix. C'était les fameux contrats de mandat, d'agence ou de commissionnaire par lesquels le détaillant se retrouvait dans l'obligation, par voie conventionnelle, de respecter le prix qui avait été fixé par son mandant, l'éditeur. Cette solution-là, conventionnelle, avait été relevée par le rapport Patino. Et le ministère de la Culture à l'époque a souhaité saisir l'autorité de la concurrence d'une question assez importante. C'est la pertinence de cet outil-là, compte tenu des objectifs dont j'ai parlé tout à l'heure. L'objectif de diversité de la création suppose pour l'éditeur d'avoir en face de lui un réseau de détaillants certes dense, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tous ces détaillants puissent être différents les uns des autres, puissent tous constituer leur table, mettre en avant les nouveautés, d'une manière différente les uns des autres. Plus ils seront différents, et plus grande est la certitude d'en avoir un certain nombre en état d'aller défendre tel ou tel titre nouveau qui serait mis sur le marché. Or, et c'était vraiment l'inquiétude qui était celle du ministère de la Culture et de la Communication et qui a été confirmée par l'avis qu'a remis l'autorité de la concurrence en 2009-2010. Ces outils-là, ces contrats de mandat, ces contrats d'agence, nient toute capacité commerciale pour les détaillants. C'est-à-dire que non seulement l'éditeur est en mesure, à travers ces contrats, de déterminer le prix par lequel le livre sera vendu, d'une part, mais d'autre part, le détaillant perd toute autonomie commerciale et la politique commerciale doit reposer aussi sur la tête de l'éditeur. Et si les termes de cet équilibre-là ne sont pas respectés, alors ce sont des contrats de mandat déguisés, contraires aux politiques de concurrence, et en cela critiquables même judiciairement.
Partant de cela, même si le rapport de l'autorité de la concurrence, l'avis de l'autorité de la concurrence à l'époque disait au ministère de la Culture, je sens bien que compte tenu de ce que je vous dis, vous allez être tenté de prendre une loi, je vous mets cependant en garde, il faut prendre le temps de laisser se développer ce marché émergent avant de figer le tout par une régulation un petit peu sévère. La réflexion s'est engagée. La réflexion s'est engagée et la loi de 2011 relative au prix du livre numérique a mis en place un système. En plus, et c'est une troisième raison qui permet de justifier le fait de n'avoir pas choisi le même véhicule que pour le livre imprimé, un système, une régulation. Je crois que Laurence Angèle, qui interviendra en clôture de cette biennale, pourra peut-être vous le dire de manière plus approfondie parce qu'elle l'explique très bien. Un système très souple. Cette régulation du prix du livre numérique, certes, instaure le principe suivant lequel il revient à l'éditeur de déterminer le prix de vente au public, mais le législateur à l'époque a anticipé le fait que le numérique requiert une beaucoup plus grande souplesse dans la mise en œuvre de ce principe-là. Et c'est pour ça que la loi dispose que le prix fixé par l'éditeur est un prix qui n'est pas fixé de manière stricte et définitive par rapport à un livre, mais par rapport à une offre de livres. L'éditeur doit, au terme de la loi, fixer un prix pour chaque offre, et le prix peut différer, dit le législateur, suivant le contenu de l'offre, ses modalités d'accès ou ses modalités d'usage. Dans cette petite phrase qui est dans la loi, sont contenues à la fois la faculté d'aller fixer un prix différent suivant que le livre est proposé en téléchargement ou en accès distant, en streaming, suivant que le livre est bardé de mesures techniques de protection qui vont contraindre les différentes copies que va pouvoir réaliser l'utilisateur final avec le livre qui lui est vendu ou pas, suivant aussi que le livre est vendu à un utilisateur final qui compte en faire un usage individuel particulier dans le cadre du cercle de famille, ou que l'utilisateur final est une institution publique, de lecture publique, qui compte faire de ce livre numérique un usage collectif. Donc la loi de 2011, pourtant à l'époque, parce que sans doute les débats parlementaires n'avaient pas été assez clairs, la crainte avait émergé qu'elle ne fige un petit peu les modèles de prêt de livres par les bibliothèques, la loi de 2011 contenait en germe en réalité toutes les souplesses qui permettent d'envisager les différentes modalités de diffusion du livre numérique. Voilà, je me suis un petit peu attardé sur cette première étape de la politique numérique mise en œuvre à l'époque sur le fondement du rapport Patino, parce qu'elle est intéressante et parce que ça a été le premier acte aussi d'une vaste révision, réflexion sur l'ensemble des modalités de la régulation mise en œuvre traditionnellement dans le secteur du livre, appliquée au numérique. Parce qu'en réalité, cette régulation de la chaîne du livre, traditionnellement, elle est fondée sur deux types de normes de régulation. De la régulation économique, donc, cette loi de 1980 est une régulation économique. Il y a d'autres formes de régulation économique. Le taux réduit de la TVA applicable au livre en France, fondé sur l'idée suivant laquelle le livre est un produit de première nécessité, est également une forme de régulation économique. Mais il y a d'autres formes de régulation propres à notre secteur qui sont des régulations en droit d'auteur. En droit d'auteur, par exemple, une régulation très très spécifique à notre secteur, c'est le droit de prêt en bibliothèque. La France a introduit dans son droit, en 2003, une dérogation au droit exclusif de l'auteur d'aller décider si oui ou non quelqu'un a le droit de prêter ses livres, dès lors que la personne en question est une bibliothèque publique. Le législateur a confié une licence légale aux bibliothèques publiques qui ont, sans avoir à demander l'autorisation de l'auteur, l'autorisation par la loi de prêter les livres qui sont dans leur collection, en contrepartie de quoi une rémunération est versée aux auteurs et aux éditeurs, rémunération fondée sur une portion du prix d'achat par les bibliothèques des livres de leur collection d'une part, et d'autre part par une compensation portée par le ministère de la Culture et de la Communication à titre principal et à titre accessoire par le ministère en charge de l'enseignement supérieur, compensation fondée sur le nombre d'inscrits dans les bibliothèques pratiquant le prêt, 1,50 € par inscrit dans les bibliothèques
relevant de la sphère culture, c'est-à-dire les bibliothèques des collectivités territoriales, et 1 euro par usager inscrit dans les bibliothèques universitaires. Donc ça, il s'agit vraiment d'une régulation purement de droit d'auteur et pourtant très très spécifique au secteur du livre. Ça n'est pas la seule. Et c'est un petit peu sur ces deux champs de la régulation économique et régulation en droit d'auteur, que s'est orientée la réflexion ultérieure sur la nécessaire mise à jour de nos instruments de régulation pour le contexte numérique. Alors j'en reviens un petit peu au contentieux dont je parlais au tout début de mon propos, qui avait été lancé contre Google à l'époque, dès 2005 en France comme aux États-Unis. Ces contentieux étaient longs, aux États-Unis extrêmement coûteux, à ce point coûteux que les parties, c'est-à-dire Google d'un côté aux États-Unis et l'Authors Guild, qui est la guilde des auteurs, et l'association des éditeurs américains, ont commencé à se lancer dans une réflexion sur une transaction. Arrangeons-nous, sortons de ce contentieux par le haut, réglons tout cela par un accord. Et ils ont travaillé sur un projet d'accord qui a été rendu public vers la fin de la décennie 2000, et qui était un projet d'accord de transaction qui visait à éteindre le contentieux qui s'était noué entre eux d'une part, mais dans la mesure où aux États-Unis, les recours introduits contre les pratiques d'une partie peuvent être des recours collectifs, les auteurs et les éditeurs américains négociaient non pas en leur nom propre, en leur nom d'association, mais au nom de toute la classe des auteurs et des éditeurs, c'est-à-dire négociaient en réalité cette transaction au nom des auteurs et des éditeurs du monde entier, puisque c'est les auteurs et les éditeurs du monde entier dont les livres sont conservés dans les bibliothèques universitaires américaines dont il s'agissait, d'une part. Et d'autre part, cet acte de transaction, ce qu'ils ont appelé le settlement, visait certes à éteindre le contentieux en organisant les dédommagements qui devaient être versés par l'une des parties et les assigissements qui pouvaient perdurer sous le régime de ce projet d'accord de règlement, d'une part, mais d'autre part, organiser quelque chose qui allait bien au-delà. Organiser une forme de gestion collective, numérique, systématique, sauf retrait exprès de l'auteur ou de l'éditeur, valable sur le territoire des États-Unis, mais pour les œuvres du monde entier. D'une part, une forme de... créer une agence unique, cet accord de règlement, qui aurait, cette agence, pris sur elle d'autoriser, pour le futur, tous les usages numériques possibles avec les œuvres. Alors si les auteurs et les éditeurs étaient connus, elle aurait pu autoriser tous les opérateurs à se servir des œuvres en question, numériquement. Mais si les auteurs et les éditeurs étaient inconnus, introuvés, introuvables, quelque part dans le monde, alors cette agence aurait eu pour fonction uniquement d'autoriser Google et Google seul à utiliser les œuvres dont les auteurs et les éditeurs n'avaient pas pu être identifiés ou localisés après quelques spots de publicité passés sur la page d'accueil de Google. Ce projet d'accord de règlement a été vivement contesté, un peu aux États-Unis, même si les auteurs et les éditeurs étaient assez mal à l'aise puisqu'ils l'avaient discuté, beaucoup en dehors des États-Unis, par un certain nombre d'acteurs, par aussi des États souverains comme la France et l'Allemagne qui ont écrit aux juges américains en charge de l'affaire tout le mal qu'elles pouvaient penser des dangers inhérents à cet accord transactionnel. Le département de la justice américain en charge des questions de droit d'auteur a aussi émis une production vis-à-vis du juge qui était une production très sévère par rapport au système qu'il avait été projeté de mettre en place à l'occasion de cet accord. Alors, certes, du coup, le juge a rejeté l'accord qui lui était présenté en disant non, ça ne va pas du tout, on ne peut pas fonder sur l'accord implicite de tant de millions de personnes l'idée suivant laquelle, en plus, dans certains cas, Google sera le seul amené à utiliser les œuvres en cause. Le juge ayant dit ça, il était difficile politiquement de rester sur une position de rejet. Parce qu'il y avait un certain nombre aussi d'arguments qui avaient été mis en avant par Google au moment des discussions autour de ce projet d'accord, arguments qui étaient importants et qui n'étaient pas faux.
Argument suivant lequel les œuvres en cause souvent sont des œuvres qu'on ne pouvait plus trouver dans le commerce, qu'il était très difficile de se procurer. Et finalement, rejeter ce projet d'accord, c'était cracher au visage de la modernité, c'était refuser toutes les potentialités que le numérique peut avoir vis-à-vis des citoyens. Rendre accessible au plus grand nombre des choses, des œuvres auxquelles personne n'avait jusqu'alors accès. Ça, personne ne peut le nier, effectivement, le progrès est important. D'une part. Et d'autre part, un autre élément, et qui est peut-être l'élément qui véritablement peut fonder l'intérêt général qu'il peut y avoir à numériser les livres. C'est que le numérique est le seul moyen pour un certain nombre de personnes dans la population d'accéder à l'écrit. Pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes aveugles, la numérisation des livres constitue une promesse immense d'accès au savoir et à la connaissance. Et dans un pays où il est inscrit et où il a une valeur constitutionnelle que la nation favorise l'accès de tous à la culture, à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, ces arguments ne peuvent pas rester sans réponse. Donc il s'agissait certes de repousser le projet de Google en ce qu'il avait de gênant, d'une part au point de vue de la concurrence parce qu'il accordait beaucoup à Google, et d'autre part parce qu'il s'agissait de, par un accord négocié entre des parties, et pas du tout par une loi décidée par le législateur, d'aller mettre en place un système de cette nature-là. Il s'agissait tout de même de trouver une réponse à la question qui avait été posée de l'accès rendu possible par le numérique à des œuvres qu'on ne peut trouver, qu'on ne trouve plus dans le commerce. C'est ce qui a présidé à les réflexions longues, là encore, conduites avec les représentants des auteurs, des éditeurs, sur une possible mise en gestion collective de l'ensemble des livres indisponibles encore protégés qu'il y avait en France. Alors, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas commenter longuement cette loi qu'il a déjà été assez. Peut-être très très rapidement en dessiner l'économie pour mémoire. Il s'agit d'une entrée en gestion collective fondée sur l'idée d'un mandat légal, c'est-à-dire qu'une société de gestion collective est mandatée pour aller exercer au nom de l'auteur, qui cependant, de l'auteur, de l'éditeur, du titulaire de droit, du titulaire du droit d'exploitation numérique, qui cependant garde la titularité de son droit, mais un mandat est donné par la loi à une société de gestion pour exercer ses droits d'exploitation numérique en bon père de famille, sauf évidemment opposition de l'auteur, et avec pour mission aussi, pour ce mandataire légal, d'aller rechercher les titulaires des droits. Entrée en gestion collective, entrée en mandat légal, donc qui se fait sur le fondement de la publication d'une liste de livres, d'une large publicité donnée annuellement à la liste des nouveaux livres susceptibles d'entrer en gestion collective, d'un délai de 6 mois laissé aux uns et aux autres pour s'opposer à l'entrée en gestion collective, et même après les 6 mois, de toute façon, l'auteur peut unilatéralement retirer, au moment où il le souhaite, son œuvre du mandat qui a été donné à la société de gestion. Et puis un mécanisme incitatif aussi, qui permet à l'éditeur certes de refuser que tout cela se passe, de dire non, le numérique je vais m'en charger, mais mécanisme fondé à chaque fois sur une forme d'ultimatum, c'est-à-dire qu'il est loisible à l'éditeur bien sûr de dire je vais faire le travail d'exploitation numérique de mon livre, mais à chaque fois la loi prévoit une durée dans laquelle il doit répondre à cet engagement, de manière à garantir qu'in fine, tout de même le livre sera rendu numériquement disponible, quand bien même il est indisponible commercialement. Donc voilà un petit peu le deuxième grand acte de cet aggiornamento des politiques numériques en matière de livre et de lecture. Donc cette fois sous l'angle plutôt d'une régulation très clairement en droit d'auteur. La réflexion fondée sur le rapport Patino avait envisagé d'autres éléments importants de prospective et d'évolution du cadre réglementaire. C'était d'une part une réflexion sur l'interopérabilité entre les fichiers, sur la
perfectibilité des métadonnées du secteur du livre. Réflexions qui sont à la fois très très techniques, très difficiles à mettre en œuvre et éminemment stratégiques. Réflexions qui ont donné lieu à un certain nombre d'initiatives de la part des acteurs en matière d'interopérabilité, petit à petit. D'abord par l'adhésion de plus en plus importante d'acteurs français au Forum international de l'édition numérique, l'IDPF, qui est une institution qui est en charge de la standardisation des formats du livre numérique, de manière à pouvoir promouvoir un standard qu'on appelle l'IPUB, qui en est aujourd'hui à sa 3e version, qui est un standard interopérable qui garantira donc, qui a pour finalité de garantir que rien n'empêche techniquement le livre numérique d'être lu sur une multiplicité de terminaux ou de logiciels de lecture. Cette interopérabilité est évidemment une arme contre les tentations monopolistiques de certains acteurs qui se servent de formats propriétaires pour enfermer le lecteur dans leur système matériel ou logiciel. D'où le caractère éminemment stratégique de la recherche d'interopérabilité. Un certain nombre d'avancées donc sur ce terrain-là ont pu être observées jusqu'à une période assez récente, et j'en parlerai tout à l'heure. Sur la question des métadonnées, des chantiers de bonnes pratiques ont été initiés dès la fin des années 2000, sous l'action en particulier du cercle de la librairie, mais un certain nombre de travaux restent encore à accomplir de manière à pouvoir véritablement dépasser, j'en parlais juste avant le début de cette biennale avec l'un des participants, un certain nombre d'actions restent à mettre en œuvre pour rendre plus opérant le système actuel de métadonnées et rendre plus fluide en réalité la distribution, la diffusion, la lecture de livres numériques. Un autre élément qui avait été mis en avant par le rapport Patino, c'était de lancer une discussion entre auteurs et éditeurs sur la prise en compte du numérique dans les conditions contractuelles qui peuvent unir les deux. Et ça a été peut-être le 3e grand acte important de la mise à jour de la politique numérique du livre et de la lecture dans une période récente. Les règles qui encadrent les relations entre les auteurs et les éditeurs sont des règles qui, dans notre droit, dataient des années 1950. Ce sont la partie du Code de la propriété intellectuelle relative au contrat d'édition. Le contrat d'édition, c'est le contrat, le définissait le Code, puisque le Code a changé depuis l'ordonnance de novembre dernier. C'était un contrat par lequel un monsieur qui s'appelle un auteur cède à un monsieur qui s'appelle un éditeur le droit d'aller fabriquer en nombre des exemplaires de son œuvre, en contrepartie de quoi la personne qui s'est fait céder le droit de fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre a un certain nombre d'obligations vis-à-vis de la personne qui a cédé son droit. Des obligations qui sont fondées sur l'idée que, une fois qu'il a le droit d'aller fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, il va assurer à l'œuvre notamment une exploitation permanente et suivie, il va faire en sorte qu'elle soit aisément disponible et qu'elle ait une commercialisation normale. Tout ce système-là, ça avait été fondé par un législateur qui ne contemplait que l'univers imprimé. Et beaucoup de dispositions dans le Code de la propriété intellectuelle, donc dans les règles, dans les lois qui encadraient les relations entre auteurs et éditeurs, étaient des dispositions qui étaient totalement inadaptables au numérique, ne serait-ce que cette définition de fabrication en nombre des exemplaires de l'œuvre qui peut poser question. Mais d'autres notions comme l'exploitation permanente et suivie posaient aussi des questions considérables. Alors une très longue négociation s'est engagée entre les représentants des éditeurs, des auteurs, à la fois des juristes vraiment très impliqués dans l'évolution du droit, mais également des professionnels, des gens qui étaient dans la pratique des contrats d'édition, s'est engagé pour essayer de mettre à jour ces règles-là pour les adapter au numérique. Et en réalité, ce travail long qui s'est opéré par phases successives d'exaltation et de dépression, a abouti à partir du moment où il s'est agi
non plus seulement d'aller prendre en compte la question du numérique dans l'encadrement des règles entre auteurs et éditeurs, mais également de mettre à jour un certain nombre de règles, de rééquilibrer un certain nombre de règles qui étaient perçues comme insatisfaisantes dans le système qui avait été mis en place par les lois des années 1950. C'est-à-dire que, certes, et l'aboutissement de tout ce travail, ça a été une ordonnance qui a été prise le 14 novembre, le 13 ou le 14 novembre 2014, une ordonnance relative au contrat d'édition qui a modifié les dispositions du code dont je parle. Certes, il s'agissait dans cette partie du code d'aller rendre possible ou rendre intelligible le fait que le contrat d'édition concerne également l'exploitation numérique du livre, la cession des droits numériques, qu'il ne s'agissait pas seulement de fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, mais qu'il s'agissait aussi, à côté de cela, d'assurer à l'œuvre une exploitation numérique. Mais, par cette ordonnance-là, un certain nombre de dispositions qui dataient des années 50 ont été précisées, et le non-respect de ces dispositions et les conséquences qu'ils pouvaient emporter a été aussi précisé dans un sens de clarification très forte et de renforcement en réalité de la sécurité de l'auteur par rapport à cela. Et à partir de cette ordonnance et de son entrée en vigueur, sans avoir recours au juge, ce qui n'était pas du tout le cas avant, l'auteur peut aujourd'hui en France, sur le constat objectif d'un certain nombre d'éléments dans l'exploitation du livre, éléments qui sont précisés par voie d'accord interprofessionnel, l'auteur peut mettre unilatéralement fin à son contrat s'il a face à lui un éditeur défaillant. Donc, alors qu'auparavant le droit était fondé sur des principes généraux comme l'éditeur est tenu d'apporter à l'œuvre une exploitation permanente et suivie, les règles nouvelles, elles, précisent ce qu'est une exploitation permanente et suivie avec des critères objectifs, et si l'un des critères objectif n'est pas rempli, l'éditeur, par lettre recommandée, peut enjoindre son éditeur de faire en sorte que ce critère-là soit rempli. Et si ce n'est pas le cas au bout de 2 mois, sans avoir recours au juge, le contrat peut prendre fin. Donc une sorte de rééquilibrage très très important qui a pu avoir dans les relations entre éditeurs et auteurs. Rééquilibrage salutaire, non pas pour renforcer peut-être un antagonisme qui peut y avoir entre ces deux parties très très importantes de la chaîne du livre, dont on parlait au départ, mais rééquilibrage qui a au contraire pour objectif de restaurer un petit peu une confiance entre ces deux acteurs-là, parce que la politique du livre est fondée sur l'idée suivant laquelle cette désintermédiation dont il était question en introduction est finalement peut-être un mirage ou une faute de raisonnement. Une faute de raisonnement fondée sur l'idée que bien souvent, lorsqu'on réfléchit au numérique, on y réfléchit de manière autonome, comme si le numérique était une réalité autre, qui obéissait à sa propre logique, et au sein de laquelle, finalement, un certain nombre de fonctions ne sont plus utiles, ce qui n'est pas conforme à l'ordre qui est en train de se mettre en place, ou l'articulation qui est en train de se mettre en place, où on voit que le secteur du livre, l'économie du livre, la chaîne du livre, reste tout de même dans une logique systémique, où il y a des interactions entre la diffusion imprimée des livres, la diffusion numérique. Les livres continuent d'être portés à la connaissance du public à travers un système par lequel il est beaucoup plus peut-être aisé de prendre connaissance de textes nouveaux lorsque ces textes sont présents physiquement dans des lieux, sont exposés sur des tables et peuvent être feuilletés, que sur un écran d'ordinateur. Et donc la promotion des nouveautés reste quand même indissolublement liée pour le moment à un univers imprimé. Et le numérique, les ventes numériques, et même les ventes en ligne, ne sont finalement que des éléments consécutifs à une situation d'incubation, de maturation de la connaissance des œuvres, de la découverte des œuvres qui est opérée quand même dans un monde physique. On voit également, parce que le livre, ça a été largement dit à l'époque, le livre est une technologie tout de même aboutie, puisqu'il y a eu un mouvement de recherche et développement qui s'est
opérée sur plusieurs millénaires, est une technologie suffisamment aboutie pour n'être pas immédiatement et brutalement déracinée par des pratiques qui sont apparues avec le numérique. Donc les deux supports vont coexister longtemps, et à ce titre-là, il s'agit d'envisager la politique publique comme une organisation du respect des grands équilibres dans ce cadre un petit peu systémique. Je vois que j'ai parlé longtemps, qu'il me reste 8 minutes pour conclure. Je vais peut-être le faire en évoquant les chantiers actuels, les questions qui se posent aujourd'hui dans ce mouvement de mise à jour de notre régulation vis-à-vis de la chaîne du livre. Alors, ces chantiers, ils sont imprimés par une logique purement nationale, bien sûr, mais ils sont aussi dictés par un contexte multilatéral dans lequel nous nous trouvons. Contexte multilatéral parce que la Commission, vous le savez sans doute tous, s'est lancée, la nouvelle commission s'est lancée dans la mise en œuvre d'un agenda dénommé le marché unique numérique, la stratégie pour un marché unique numérique, et une des composantes, mais pas la seule d'ailleurs qui intéresse notre secteur, une des composantes de cette stratégie est la modernisation du cadre européen dans lequel s'opère le droit d'auteur. Ce cadre européen, principalement, même si ce n'est pas uniquement, est fondé sur la directive de 2001, la directive 2001-29, relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information. Directive qui consacre pour tous les pays européens l'idée suivant laquelle l'Europe protège le droit de reproduction et le droit de mise à disposition qui sont sur la tête de l'auteur, d'une part, et d'autre part qui prévoit un certain nombre, une liste limitative d'exceptions dans lesquelles les États membres vont pouvoir inscrire des politiques d'exception au droit d'auteur. C'est à titre principal cette directive-là que la Commission se propose de moderniser le cadre des exceptions. Et une communication qui est attendue dans les prochaines semaines, normalement la Commission, je crois, doit le faire dans la première quinzaine de décembre, une communication sur les grands axes de cette modernisation va être bientôt opérée par la Commission. Alors dans ce contexte-là, bien sûr, le ministère de la Culture est tout entier mobilisé, puisque le ministère du droit d'auteur, du pays du droit d'auteur, dans un contexte européen, se sent très très concerné par ce genre de sujet. Mais le secteur du livre en particulier prend une part active à la réflexion, et certains d'entre vous dans cette salle y étaient. Vendredi dernier encore, une réflexion spécifique était organisée autour des problématiques que peuvent avoir cette réorganisation du cadre européen pour les exceptions qui regardent les institutions de savoir que sont les bibliothèques. À la fois les exceptions qui ont été mises en place pour faciliter la conservation des documents ou la communication de documents à des fins d'études privées ou de recherche d'une part, et plus largement, je parlais en introduction du droit de prêt. La question, serait-il opportun d'aller mettre en place des systèmes de dérogation au droit d'auteur pour le prêt numérique par les bibliothèques? Alors ça, c'est un des chantiers importants qu'on a en ce moment, un chantier qui dépend très très largement du contexte et de l'évolution de la réflexion à un échelon multilatéral. Un autre chantier qui n'est pas sans répercussion européenne parce que les normes qu'il va falloir prendre pour le faire avancer sont peut-être et sans doute européennes, mais qui, là, est véritablement par d'une initiative nationale, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, celui de l'interopérabilité. Je n'aurai pas le temps, et je le regrette, de présenter les dispositions très importantes qu'il y a dans la loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine qui est actuellement discutée au Parlement, sur l'évolution de l'exception en faveur des personnes handicapées. Mais la question de l'interopérabilité et la question de l'accessibilité sont deux questions indissolublement très intimement liées. Je parlais du Forum international de l'édition numérique, l'IDPF, donc cette entité américaine qui détermine le standard de l'édition numérique. Cette entité est présidée par un monsieur qui est aveugle et qui est également
le conseiller pour le handicap du président des États-Unis d'Amérique. Et la réflexion menée au sein de l'IDPF est très étroitement liée également à la réflexion autour du standard traditionnel d'accessibilité des personnes en situation de handicap à l'écrit, qui est le standard XML DAISY. Et la dernière version du standard IPUB, qui est le standard de l'industrie, l'IPUB 3, est finalement, et pour la première fois, entièrement convergente avec le standard utile pour les personnes en situation de handicap. Donc cette question de standardisation, d'interopérabilité, d'accessibilité, sont des questions extrêmement liées. Il y a à la fois donc un enjeu important qui est un enjeu industriel, prévenir les monopoles, mais également un enjeu démocratique et républicain dans la promotion de l'accessibilité. J'avais juste esquissé ce qui a été fait après le rapport Patino sur ce dossier-là tout à l'heure en expliquant que de plus en plus nombreux les acteurs français se sont joints au Forum international de l'édition numérique. Quelque chose d'assez important s'est opéré dans l'année qui vient de s'écouler, dans la mesure où le Forum international de l'édition numérique a installé en Europe, et la ville retenue a été Paris, une forme d'antenne régionale. La même stratégie a cours en Asie. Une forme d'antenne régionale centrée spécifiquement sur des projets au-delà de la standardisation du format du livre numérique, des projets autour de ce qu'on appelle Ridium, c'est-à-dire ce qui recouvre à la fois la recherche d'un outil logiciel de lecture interopérable, entièrement adapté et ouvert de livres numériques d'une part, et d'autre part quelque chose qui est très très important dans le contexte actuel, la recherche d'une mesure technique de protection, elle aussi interopérable, car on aura beau mettre sur le marché diffusé des livres dans un standard avec un format qui possiblement peut être lu sur tous les terminaux de lecture et de tous les environnements logiciels, les mesures techniques de protection, elles, et celle qui est très majoritairement utilisée par l'industrie, celle de l'entreprise Adobe, posent, on le sait, un certain nombre de problèmes cruciaux pour l'utilisateur, que ce soit des problèmes de compatibilité avec terminaux logiciels et matériels, qui font que véritablement un progrès important peut être mené sur ce terrain-là s'il s'agit d'avancer vers l'interopérabilité. Avancer vers l'interopérabilité, c'est également, et c'est peut-être là-dessus que je terminerai, il est 59, interopérabilité qui est un enjeu important, donc pour prévenir les monopoles, d'accord, pour favoriser l'accès de tous les citoyens au support écrit, c'est très important, mais également pour rendre l'utilisateur, le lecteur le plus général, dans toute sa diversité, satisfait du livre numérique qu'il acquiert. Plus les lecteurs auront confiance dans les acquisitions de livres numériques qu'ils font, plus ils auront l'impression que leur acquisition est pérenne, et plus finalement ils seront enclins à continuer d'accorder dans l'univers numérique une valeur aux œuvres qui sont mises en circulation. Et cette question de la valeur accordée par les lecteurs que nous sommes tous, elle est essentielle si une économie numérique des œuvres de l'esprit doit pouvoir continuer d'exister. Je vous remercie.